Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui vont toujours bien. On est dans le vert en Europe à mi-séance, même si on peut noter peut-être un manque de dynamique de la part des indices boursiers qui plafonnent un peu sur des plus hauts historiques ou quasiment, il faut le rappeler, pour le CAC 40 hors dividende. Il faut remonter peut-être à l'année 2007, voire la fin de l'année 2000 pour retrouver ces niveaux de marché. 6180 points au moment où on se parle pour le CAC 40 qui progresse légèrement. Et puis on notera également du côté des indicateurs de marché la peur qui recule. L'indice de la peur, le VIX américain qui mesure la volatilité implicite du marché américain, du S&P 500, est repassé depuis plusieurs jours sous le niveau des 20, même à 17 au moment où on se parle. Et 17, c'est le niveau qui prévalait sur les marchés financiers avant la crise pandémique en février 2020. On peut dire que la peur a reculé et s'est même normalisée de ce point de vue-là sur le marché américain. En l'occurrence, en Europe, on notera Isabelle Schnabel, membre allemande du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui monte au front aujourd'hui dans une interview accordée à Der Spiegel. Isabelle Schnabel au front pour défendre le plan de relance européen, le Recovery Fund. Ce serait un désastre économique si le déploiement du Recovery Fund était reporté indéfiniment, explique Isabelle Schnabel, en réaction notamment à la décision de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe de bloquer pour l'instant la ratification du fonds européen, le temps d'examiner certains recours. Isabelle Schnabel, donc, qui, sans commenter la décision de Karlsruhe, appelle quand même l'Europe à se réveiller en débloquant au plus vite les premiers euros de ce plan de 750 milliards d'euros. Et puis, comme chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse, on parlera finances personnelles, on parlera notamment des marchés boursiers, l'état des lieux de ces marchés européens qui ont renoué donc avec leur plus haut historique. Et maintenant, c'est un peu la question qui se pose. Deux invités seront avec nous pour en parler. Charles-Henri Devigny, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, et Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Mais d'abord, tendance, mon ami, en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart, c'est le résumé complet, les infos clés sur les marchés à mi-séance en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le marché parisien, en légère hausse, mais avec un CAC 40 qui évolue au-dessus de son pic de 2007 et qui se dirige à présent lentement vers son record de 2000 à 6944 points en séance. On notera également que le DAX temporise de son côté au-dessus des 15 000 points, seuil psychologique qu'il a dépassé en clôture le 1er avril dernier. Le DAX qui oscille à la mi-journée sous les 15 200 points. Les investisseurs dont l'optimisme est toujours porté par la politique accommodante de la Fed aux États-Unis. Dans ces minutes, rien ne semble indiquer un changement de politique de la Réserve fédérale américaine avant l'échéance de fin 2023 comme prévu initialement. Jérôme Powell, qui prenait la parole hier lors d'une réunion organisée par le FMI, a tenu un discours dans la même lignée, estimant que la Fed ne réduirait pas son soutien à l'économie pour le moment. En ce qui concerne l'inflation, il a rappelé que selon lui, la reprise progressive de l'activité pourrait donner lieu à des hausses de prix, mais que celle-ci resterait temporaire et qu'elle ne constitue donc pas en soi un risque inflationniste pour l'économie américaine. On note d'ailleurs que les rendements d'État à 10 ans aux États-Unis restent stables depuis plusieurs jours. Ils sont d'ailleurs aux alentours des 1,66% aujourd'hui à la mi-journée. Du côté des statistiques à suivre à présent sur les marchés, en France tout d'abord, la production industrielle rechute de son côté au mois de février. Celle-ci recule de 4,6% sur le mois après une progression de 3,3% au mois de janvier. En Allemagne, la tendance est similaire avec un repli de 1,6% au mois de février par rapport au mois de janvier. Et en Chine à présent, les prix à la production progressent de leur côté de 4,4% sur un an, soit un rythme plus élevé qu'attendu et même le rythme le plus élevé depuis juillet 2018. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, Airbus tout d'abord annonce avoir livré 72 avions commerciaux en mars à 34 clients. L'avionneur constate également 28 nouvelles commandes enregistrées. Au total, sur le premier trimestre, Airbus a livré 125 avions à 44 clients. Airbus qui signe d'ailleurs la plus forte hausse de l'indice parisien à la mi-journée. On notera également que l'équipementier automobile Acwell dégage de son côté un bénéfice net de 85,5 millions
d'euros en 2020, affichant une marge d'environ 12% sur l'année, en progression de 3,7 points par rapport à 2019. Sur le marché parisien toujours, Ruby, l'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels, annonce de son côté la suspension temporaire de son programme de rachat d'actions, un programme qui visait à réduire le capital social de l'entreprise mis en pause alors que l'entreprise a déjà récupéré un peu plus de 2,5% de son capital social. On notera également que Air France s'apprécie à la mi-journée, porté par le soutien de l'État français, mais aussi par l'espoir d'une potentielle reprise des vols internationaux au Royaume-Uni à partir du 17 mai. Le Royaume-Uni qui doit s'exprimer sur le sujet le mois prochain. Et enfin, on finit avec un mot de Solution 30. Solution 30 qui souffre encore une fois d'une mise en cause du fonds Muddy Waters qui met au défi l'entreprise sur Twitter de prouver que les accusations de fraude dont elle fait l'objet sont infondées. Tendance, mon ami, chaque jour en fil rouge sur Bismart, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous pour parler finances personnelles et investissements boursiers, en l'occurrence avec Igor Demac qui est à mes côtés en plateau, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Bonjour et bienvenue Igor. Bonjour Grégoire. On parlera avec vous notamment des valeurs dividendes, le retour en grâce des valeurs qui offrent des dividendes aux investisseurs. N'oublions pas que c'est quand même un des... point clé de la performance boursière sur le long terme. Et voilà, donc on y reviendra avec vous avec quelques éléments théoriques et pratiques sur cette question du dividende. Et puis la bourse au sens large, on en parle aussi avec Charles-Henri Dovigny qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Charles-Henri. Merci d'être avec nous à distance, président de la Fédération française des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Justement, quand on voit l'Europe boursière qui renoue avec ses niveaux d'avant-crise et même ses plus hauts historiques, si on prend le grand indice, on peut regarder le CAC 40 bien sûr, mais regardons le Stoxx 600, le grand indice large des 600 grandes valeurs européennes qui a marqué donc de plus haut historique ces derniers jours. Quelles sont à ce stade les questions que peuvent se poser les investisseurs individuels, Charles-Henri ? Déjà, on peut se poser le principe que tous les arbres ne vont pas jusqu'au ciel et que donc à un moment ou à un autre, grimper, on l'a vu dans l'histoire boursière, à un moment ou à un autre, je dirais que les indices et les cours rechutent à un moment ou à un autre. Après, ça peut se faire de manière brutale, et ça peut aussi se faire de manière un peu linéaire et avoir un plateau. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté depuis un an dans l'ensemble de l'économie et encore, on va le voir aux États-Unis où vous avez eu le plan de relance du président Biden et plus un plan infrastructure. Donc beaucoup d'argent vont être mis sur la table. Le plan européen de relance de 750 milliards va peut-être aboutir, on l'espère. Les États ont fait aussi un effort. Donc les entreprises vont pouvoir repartir, l'investissement va pouvoir repartir. Et donc, en fait, la bourse, est-ce qu'elle a déjà anticipé ou est-ce que c'est à venir ? La question peut se poser. Après, il y a aussi d'autres indices qui peuvent amener à être prudent. Regardez un chiffre que Rexecode envoyé un petit tableau assez significatif où il parlait des IPO, donc des introductions en bourse aux États-Unis, et il était dit que 80% en 99-2000, 80% de ces IPO, des entreprises introduites, ne réalisaient pas de bénéfices. Bon, et ben voilà, on y est. Au mois de mars. De surchauffe pour vous, c'est un signe de quoi ? De greed, de cupidité qui prend le dessus sur la raison dans le marché, Charles-Henri ? Oui, ou sans ça, c'est aussi le principe de l'euphorie, c'est qu'à un moment ou à un autre, l'argent est facile. Je veux dire que les taux d'intérêt sont faibles pour l'instant. L'inflation, on n'a pas l'impression qu'elle va repartir, même s'il y a quelques signaux et certains disent il y a peut-être un retour de l'inflation. Donc, là, les gens se disent ok, on y va, et puis il faut y en être. On a parlé la dernière, je pense que c'était au mois de janvier sur votre plateau, on a parlé de l'affaire GameStop, on a parlé. Et la semaine dernière, regardez ce qui s'est passé pour l'introduction de Deliveroo. Le jour de son introduction, c'était moins 30. Ouais.
C'est intéressant parce qu'il y a quelques mois en arrière, Airbnb entrait sur le marché américain, 100% de hausse le premier jour, et puis on voit quelques mois après, l'ambiance change un peu. Deliveroo, qui fait partie, on va dire, de ces emblèmes un peu de sociétés technologiques avec beaucoup de promesses, effectivement, ça s'est moins bien passé sur le marché britannique. Mais on a l'impression que ces événements-là ne déstabilisent pas pour autant les marchés globaux. Non, mais voilà, il y a une différence entre Airbnb et Deliveroo, c'est que Airbnb gagne de l'argent, ce que ne fait pas Deliveroo. Donc à un moment ou à un autre, il faut justement, nous, actionnaires individuels, choisir les valeurs qui justement peuvent distribuer du dividende. Ça va être le débat suivant. Parfait, merci Charles-Henri. Voilà, non, mais c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi investir dans des business models qui ont marqué une certaine résilience. Si on va devant encore d'une nouvelle crise financière cette fois-ci, puisque à un moment ou à un autre, il y a le risque d'inflation, il y a les plans de relance ne vont peut-être pas forcément tous être aussi favorables. Il faut aller vers, c'est mon sens, hein, c'est ma recommandation, c'est d'aller vers des modèles qui ont prouvé qu'ils peuvent servir du dividende aux actionnaires. Oui, des actifs un peu plus réels, un peu plus tangibles. Non, mais effectivement, bon, c'est ce qu'on voit quand même aussi dans le rattrapage boursier de certaines valeurs depuis quelques mois. Il y a une histoire qui vous intéresse depuis le début, Charles-Henri, on en parle régulièrement avec vous et la F2IC. C'est parce qu'évidemment, beaucoup d'investisseurs, d'actionnaires individuels sont impliqués potentiellement. C'est le dossier Veolia-Suez, alors qui, chaque semaine, j'allais pas dire chaque jour, mais chaque semaine connaît de nouveaux développements. Dans les développements récents, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette confrontation toujours Veolia-Suez, Charles-Henri? Alors, moi, je ne vais pas prendre position ni pour l'un ni pour l'autre, mais ce que je constate, c'est que cette bataille qui date donc depuis le mois d'août, elle se prolonge, et elle se prolonge maintenant sur le terrain juridique et judiciaire, et c'est là où ça m'inquiète un peu, parce que je vois que Suez applique la loi Florange. Depuis que cette loi d'ailleurs a été adoptée par le gouvernement de M. Montebourg et Hollande, il n'y a pas eu d'opération financière à Paris, sur la place de Paris, je dirais de manière un peu hostile, une belle OPA comme on peut le voir actuellement. Est-ce que, et là, c'est là où je me pose la question, moi en tant qu'actionnaire individuel, est-ce que cette loi n'est pas en train de gréver nos potentiels plus-values parce que lorsqu'on investit dans une boîte française, la loi Florange va-t-elle bloquer les opérations financières de rachat par d'autres entreprises, et ça va permettre à l'entreprise qui est attaquée de se défendre uniquement sur le plan judiciaire et non pas sur le plan du management de l'offre financière qu'elle peut faire à l'ensemble de ses actionnaires. Et c'est là où j'ai un vrai souci de cette judiciarisation. On fait fi de l'AMF. L'AMF donne un avis, on dit non, c'est pas un bon avis, il faut appliquer la loi Florange. Je me souviens qu'au moment de son application, en tous les cas de son vote, j'avais fait une tribune dans le Figaro pour dire que nous, actionnaires individuels, nous n'étions pas favorables à cette loi qui bloquait, à notre sens, justement toute opération financière. Et c'est ce qui est en train de se passer, et à partir de là, quid de la place de Paris? Parce que si les boîtes cotées en France ne peuvent pas faire l'objet d'une OPA amicale ou inamicale avec un potentiel plus-value pour les actionnaires, à ce moment-là, on va les investir ailleurs. Je crois qu'il faut citer aussi quand même le dossier Couche-Tard-Carrefour, le veto de l'État sur l'opération Couche-Tard sur Carrefour. C'est sûr que ça envoie un signal aux investisseurs étrangers. Nos entreprises ne sont pas à vendre, ce ne sont pas des cibles, ne venez pas vous y intéresser. C'est quand même très clair là-dessus. Ah oui, non mais là-dessus, Monsieur le maire a fait une erreur fondamentale à mon sens, c'est de se mêler d'affaires privées. Que l'État dise son opinion, il est tout à fait dans son droit, et la dernière fois on en avait parlé, moi je suis pour le débat, je suis pour que toutes les options soient mises sur la table, que l'on en discute, et qu'ensuite ça se décide
en démocratie actionnariale, au cours d'une AG, ou s'il y a une offre financière, eh ben, les actionnaires peuvent apporter leur titre, ou pas d'ailleurs. Parce que là, si on revient sur l'affaire Suez-Veolia, on part du principe que tous les actionnaires de Suez vont apporter leurs actions à Veolia. Pourquoi ? Non, pas forcément. Il est fort possible aussi qu'un certain nombre d'actionnaires considèrent que le management de M. Camus et de M. Varin de Suez vont apporter plus de valeur et qu'ils veulent continuer avec cette équipe de management. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et c'est pas juste en se défendant, judiciariser cette opération, qu'on va apporter de la sérénité et de la démocratie actionnariale sur la place de Paris. Igor, un petit commentaire là. Comment dire, le gouvernement, la politique française met à l'abri nos groupes de toute tentative d'OPA venue d'ailleurs aujourd'hui. Alors vous avez cité l'exemple de Carrefour, sachant que maintenant Carrefour fait un partenariat certes commercial avec Deliveroo. Oui. Donc finalement les choses se passent un peu comme d'habitude. L'État français n'est pas le seul à protéger ses entreprises non plus. Aux États-Unis, c'est très très difficile de prendre la propriété d'une grande entreprise américaine. On avait eu, lorsque M. Macron était ministre de l'économie, un refus sur une opération de regroupement d'opérateurs télécoms. Alors certes, Orange est détenu en partie par l'État, mais là où je suis d'accord, c'est que si on bloque la liberté actionnariale de circulation des capitaux, et si on n'organise pas au sein de l'écosystème financier français, de l'épargne française, des investisseurs institutionnels et individuels qui sont capables d'investir dans les entreprises, on a le résultat aujourd'hui. Le CAC 40 est détenu en premier par des investisseurs norvégiens ou anglo-saxons, et l'investisseur français est en 3e, 4e, 5e ligne. Donc, au gré du temps, au bout de 30 ans, on a découragé une certaine forme de défense du patrimoine national financier, ce qui, à mon sens, est une erreur, puisque on est quand même toujours mieux quand on est aux manettes de nos entreprises. Et on le voit bien, ce qu'il s'agit des dividendes, de voter en AG. C'est vrai qu'il y a eu un trauma, à mon avis, un traumatisme lié à l'affaire ArcelorMittal, où effectivement on a laissé partir un fleuron de l'industrie, mais c'est aussi parce que on n'a pas su créer des noyaux d'investisseurs qui sont suffisamment solides pour dire non, nos entreprises, on les suit dans leur stratégie, elles nous versent de dividendes récurrents, elles nous ont fait plaisir, donc on ne va pas les confier au premier venu, entre guillemets. Dividendes, on va en parler dans un instant avec vous, Igor. Merci beaucoup, Charles-Henri. Merci d'avoir été avec nous à distance quelques minutes pour cette demi-heure d'émission. Charles-Henri Dovini, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Le dividende comme pilier de la performance boursière, et c'est vrai qu'on en citait Airbnb ou d'autres, on l'oublie parfois un peu dans ce monde très technologique de GAFAM, etc. Quoique les GAFAM sont des gros verseurs de dividendes, Apple ou encore Microsoft. Donc, Igor, vous avez quelques minutes pour nous rappeler quand même les fondamentaux de ces marchés boursiers et des dividendes. Oui, alors déjà, le CAC 40 dividendes réinvestis brut, il est autour de 17 000. Il franchit des records depuis des semaines. Il a une performance depuis 5 ans qui est 15 à 20 points supérieure à l'indice nu, c'est-à-dire sans dividende. Donc ça montre que c'est vraiment une base de constitution de la performance boursière sur le long terme. Ouais. Alors ceux qui se souviennent des actions à l'ancienne, à la criée, à la corbeille, un dividende, c'était un coupon papier qu'on détachait, donc il y avait une feuille de papier avec 10, 15 coupons, et puis chaque année, on avait détaché son coupon et on recevait la somme. Un dividende, ce n'est pas garanti, c'est voté en AG proposé par le conseil, mais il ne faut pas oublier que c'est de la valeur qu'on enlève d'une entreprise, c'est du fonds propre qu'on distribue, donc ça n'augmente pas la valeur. D'ailleurs, quand un dividende est versé, il est détaché, et le cours de bourse doit baisser en théorie du montant du dividende. C'est aussi très important parce que ça fait écho en économie à la théorie du signal. Donc le signal, qu'est-ce que c'est ? C'est un message qu'on envoie, c'est un message entre le dirigeant qui gère l'entreprise, qui peut être aussi actionnaire, familial, et l'actionnaire. Quand on verse un dividende, c'est un message de confiance, c'est un message de bonne santé financière, c'est un message de rémunération de l'actionnaire, de fidélité. Donc c'est la clé du pacte en fait de fidélité entre un actionnariat et un dirigeant. Et c'est toujours comme ça qu'il faut regarder le dividende. Donc on le verra dans les mauvais exemples ou dans les bons exemples. Dès lors qu'on dénature le pacte,
qu'on verse trop de dividendes, qu'on n'a pas les moyens, les fonds propres. On n'est plus dans la philosophie du dividende. Et ce n'est pas d'en verser beaucoup qui est important. C'est d'en verser régulièrement, de manière pérenne et sur la base d'un bilan bien financé avec des cash flows opérationnels qui le permettent. À la mesure de ce que l'entreprise est capable de reverser à l'actionnaire sans détricoter le pacte qu'elle a avec l'ensemble de ses parties prenantes d'une certaine manière. La théorie du signal, c'est qu'un dirigeant dit « moi je fais très bien mon travail, les fonds propres et les capitaux dans l'entreprise, je les rémunère à un certain niveau de rentabilité, de profit, mais je n'ai pas trouvé d'autres projet, donc il y a une partie que je vous rends parce que c'est pas à moi de faire la banque. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en verser parce qu'on est toujours normalement en tant qu'actionnaire plutôt content que l'entreprise investisse dans des projets rentables. Bien sûr. Mais il y a des phases où les projets sont moins rentables et puis c'est surtout vraiment un actionnaire et surtout un actionnaire individuel très important de lui assurer un coupon. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que les taux sont bas et qu'il n'y a plus de manne obligataire. Donc le dividende sécurisé représente, et c'est pour ça qu'on construit des portefeuilles aujourd'hui sur cette thématique, mais vous ne verrez pas avec les plus gros dividendes, parce que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le bon dividende. C'est comme le sketch des inconnus, il y a le bon et le mauvais chasseur. Et la régularité, c'est ça qu'on recherche. La pérennité, donc on peut aller chercher du dividende chez LVMH, L'Oréal, mais pas pour avoir un grand rendement, mais pour être sûr que tous les ans, le bénéfice par action va monter et le dividende par action va monter. On peut aller chercher des plus gros coupons dividendaires chez des secteurs comme la distribution, le pétrole ou les opérateurs téléphoniques, mais dans des conditions de financement qui sont viables. Alors concrètement, effectivement, à quoi il faut faire attention quand on veut orienter son portefeuille boursier sur cette question du dividende, le bon dividende, le mauvais dividende. Déjà, on ne paye pas tous les dividendes en cash, il y a des dividendes en actions. Et vous le dites, parfois le dividende très élevé, c'est le reflet aussi d'un déséquilibre dans l'entreprise. Oui. Alors, le premier faux ami, c'est le dividende très élevé, c'est-à-dire le rendement, rapport du dividende par action sur le cours, qui serait à 10-15%. J'ai en tête l'exemple de Solocal, alors que la société traversait une période très compliquée de changement de modèle économique, de pression sur les marges, et il était insoutenable. D'ailleurs, quand ils l'ont coupé, et en général, quand on est gérant, on dit aux entreprises, mais attendez, vous avez besoin de cet argent pour restructurer la société, coupez les dividendes et gardez cet argent. Donc ça, c'est le premier faux ami. Le deuxième faux ami, c'est les dividendes généreux pour rémunérer des structures qui se trouvent au-dessus des entreprises, donc des holdings familiales, je pense à Lagardère, qui ont eux-mêmes des plans de financement où il y a des remboursements et du paiement d'intérêts, ou des cascades de holdings. On l'a vu pour Casino, Rallye, où en fait on pompe l'actif réel pour pouvoir financer les structures qui ont permis d'acquérir ces biens. Donc ça, alors on peut faire le passager clandestin, être là au bon moment, ce n'est pas pérenne. D'ailleurs, les deux exemples que je vous cite ne sont pas pérennes, et même Lagardère, vous voyez que parfois on s'aperçoit que ce n'est pas forcément sain dans certains modèles économiques. Donc il y a quelques règles. Le paiement en action est possible, c'est mieux en cash, mais on peut aussi avoir des actions et puis après les vendre. C'est vrai que Total, par exemple, à un moment l'a fait. Quand on traverse des périodes où on a besoin de reconstituer des fonds propres, on émet des nouvelles actions et on les donne. Bon, le principe, c'est quand même le plus en cash payé, le mieux c'est. C'est vrai. Les anglo-saxons aiment bien le rachat d'actions, qui fait partie d'une forme de retour à l'actionnaire, mais ça conduit à une attrition du flottant. Donc je pense que le dividende reste très clé, puis surtout nous en France avec le système de PFU à 30, il est plutôt avantageux pour l'actionnaire individuel. Bon, et donc alors les bons dividendes qu'on recherche, qu'est-ce qu'on regarde effectivement dans une entreprise qui verse des dividendes? Alors déjà des cash flows qui permettent de couvrir au moins une fois, mais souvent beaucoup plus, le dividende par action, le bilan qui est sain. C'est-à-dire que quand je vous cite une société comme Bouygues, LVMH, L'Oréal, c'est des dettes nettes sur EBITDA, c'est-à-dire des leviers financiers qui sont entre 1 et 1,5. Donc vous n'avez pas de problématique de financement. Ce sont des sociétés bien notées, donc ce sont des formes d'actions souveraines, c'est-à-dire des sociétés qui vont pouvoir vous distribuer les dividendes. Et on cherche évidemment aussi parfois des dividendes un peu plus élevés. On parle de Total, on est à plus de 7% de rendement, même s'il peut y avoir une partie en action. On parle de Bouygues, où là il y a une logique très familiale. Il faut savoir que les entreprises familiales, c'est vrai qu'en général on dit qu'elles sont bien gérées, qu'il y a une logique patrimoniale, et donc quand on dit patrimonial, on dit dividendaire. Donc avec tous ces éléments, on peut citer la Française des Jeux, qui est bien sûr un cas où il y a de la croissance,
visible, il y a du cash et donc il y a de la distribution possible. Et donc avec ces noms qui sont très éloignés en termes de rendement net, quand on fait le rapport du dividende sur le cours entre LVMH et Total, il n'y a pas de comparaison. On est à 1,5% de rendement pour LVMH, L'Oréal et à presque 7-8 pour les valeurs comme Total. Mais on a aussi dans ces sociétés des dividendes par action qui ont doublé depuis 2014-2015 sur les sociétés en croissance. Donc il faut construire des portefeuilles qui ont le dividende comme thème, mais avec les règles que je vous ai données, parce que les très hauts dividendes sont rarement payés sur le long terme. Et je reviens effectivement à l'histoire de début. C'est vrai que historiquement, la tech ne délivre pas de dividendes. C'est pas dans les modèles au début. Mais aujourd'hui, on avait vu avec l'étude je cherche le nom de la société de gestion, je ne retrouverai pas, c'est pas grave, mais étude mondiale sur les dividendes, les deux plus gros payeurs de dividendes au monde aujourd'hui, en masse, sont Apple et Microsoft. Oui, d'abord, pourquoi ? Parce que ça devient des valeurs de rendement. Oui, c'est tout à fait en ligne avec ce qui était dit précédemment, c'est que ce sont des modèles économiques qui ont montré leur résilience et qui sont cash rich, c'est-à-dire qui sont sur des montagnes d'argent. Alors, ils ne peuvent pas tout rendre. Il y a des projets d'investissement, mais et c'est ça qui est fabuleux dans la bourse, c'est que dans aucun autre actif, on pourra avoir la performance qu'a fait Apple. On pourra avoir ce développement et ce changement de modèle économique où vous êtes actionnaire d'Apple, vous les avez soutenus quand c'était période d'après Steve Jobs, il est revenu et maintenant c'est une société qui vous verse du dividende. Donc c'est vrai que moi je trouve que le dividende c'est un point essentiel dans la théorie économique et financière, et surtout quand les taux sont bas. Alors il ne faut pas en faire une règle ayatolesque, je dis il y a pas mal de composants pour avoir des portefeuilles où on a des belles valeurs que j'appelle souveraines, bien financées et qui ont une capacité de distribution sur le long terme. Et si on en parle aujourd'hui des dividendes, Igor, est-ce que c'est parce que justement on évoquait la bourse au plus haut ? Non, mais c'est parce que les thèmes value dividendes sont revenus à la mode là, voilà. Alors, notamment les banques dont le versement dividende est très contraint par la règle. Vous n'avez cité aucune banque Non, pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on va avoir un retour des dividendes parce que ce sont des animaux qui ont beaucoup de fonds propres liées aux règles prudentielles, mais comme la BCE a levé l'embargo, mais sous condition, avec des règles de calcul sur une moyenne des résultats 2019-2020, pas plus de 20% du Core Tier 1, donc des fonds propres sécurisés. Bon, ça dénature un peu le discours sur le dividende, mais c'est vrai que tous ces secteurs-là qu'on n'aime pas trop reviennent parce qu'ils n'étaient pas chers et parce qu'en fait, il n'y a pas de risque de financement, mais même un Orange, il n'y a pas de risque de faillite. Donc, prenons l'avantage de ces valeurs qui nous versent du dividende et qui nous donnent le temps d'attendre. Et Orange, on finira là-dessus. Igor, c'est un titre qui fait rien en bourse depuis des années, mais quand on est actionnaire avec le dividende, c'est quand même un bon pari à avoir fait ces dernières années, par exemple ? Ça dépend du point d'entrée. Non, mais ça dépend du point d'entrée. Après, la problématique des opérateurs télécoms est un peu différente parce qu'il y a une problématique de concurrence et de jeu à 4 ou à 3 qu'on n'a pas vu venir. Donc c'est vrai qu'il y avait sûrement peut-être d'autres placements sur les opérateurs télécoms. Je reste persuadé que ça a un intérêt d'avoir un dividende de 4-5% tous les ans. Merci beaucoup Igor. Merci bien d'avoir rappelé effectivement quelques règles fondamentales autour de l'investissement boursier, le dividende étant un des piliers de la performance boursière. Igor Demac qui était avec nous en plateau dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse le vendredi, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne.